Chers auditeurs, mesdames et messieurs, bonjour. Le 9 avril prochain marquera le 20e anniversaire de la chute de la capitale irakienne Bagdad, résultat de la guerre lancée le 20 mars de la même année contre l'Irak par les États-Unis de George Bush, Walker Bush, et son administration néoconservatrice, et le Royaume-Uni de Tony Blair. Durant les 10 années d'occupation brutale de l'Irak par les troupes américaines et leurs alliés, plus d'1 million d'Irakiens ont été tués. En effet, cette invasion a engendré une guerre civile sectaire, des millions de personnes déplacées et démunies, et un terrorisme qui a englouti toute la région du Moyen-Orient, débordant également vers de vastes pans de l'Afrique comme le Sahel et de l'Asie. L'Irak et plusieurs autres anciennes nations, à l'instar de la Syrie, ont été détruites à cause de cette guerre anglo-américaine dont la propagande était basée sur des mensonges flagrants américains et britanniques sur de prétendues armes de destruction massive irakienne et de liens entre le gouvernement de Saddam Hussein et l'organisation terroriste d'Al-Qaïda. Ce mois de mars également a marqué d'autres anniversaires odieux d'agressions militaires américaines et occidentales illégales qui, honteusement, se sont heurtés au même mur de silence et à la même indifférence occidentale. En effet, le 19 mars, par exemple, a marqué le bombardement de la Libye par l'OTAN en 2011 sous le prétexte cynique de protection humanitaire et en outrepassant la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Idem, le 24 mars 1999, l'OTAN dirigé par les États-Unis a unilatéralement mené des bombardements pendant 78 jours consécutifs contre l'ex-Yougoslavie. Des milliers de civils ont été tués dans un assaut militaire contre ce pays sous le même prétexte cynique de protection humanitaire qui n'a pas également été approuvé à l'époque par les Nations Unies. La campagne de bombardement a été menée, comme la guerre en Irak, seulement 4 ans plus tard, sur la base d'une action unilatérale de Washington et ses alliés occidentaux. 20 ans plus tard, il y a un étrange sentiment d'amnésie collective parmi les politiciens et les médias occidentaux face aux crimes de guerre colossaux commis en Irak, mais aussi en ex-Yougoslavie et en Libye. C'est presque comme si cela ne s'était pas produit. Pire encore, et d'une manière méprisable, c'est l'homme qui a fait la lumière sur ces crimes en Irak, le journaliste Julian Assange, qui croupit actuellement en prison. Cette criminalité s'est vue permise parce qu'en grande partie, les médias occidentaux servent à dissimuler ces crimes avec des excuses et des mensonges fabriqués. Les médias occidentaux ont menti pour déclencher la guerre en Irak, comme ils l'ont consciencieusement fait pour déclencher d'autres guerres pour leurs maîtres impériaux. Actuellement, ces médias tentent de dire au monde entier que c'est la Russie qui est l'agresseur en Irak et que la Russie et la Chine constituent une menace pour la démocratie occidentale. Or, ce sont justement les guerres et les interventions secrètes menées par les États-Unis en Somalie, dans les Balkans, en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Yémen, en Syrie, en Géorgie et en Ukraine, entre autres, qui étaient toutes les petits pas de l'expansion de l'OTAN vers les frontières de la Russie. C'est dans ce contexte, alors que l'ONU et son Conseil de sécurité continuent à faire de la figuration sur la scène internationale, qu'il convient de comprendre et d'évaluer la guerre actuelle en Ukraine, ainsi que la montée militariste incessante contre la Chine en Asie-Pacifique. Ainsi, pourquoi ces anniversaires n'ont pas eu leur part dans les couvertures médiatiques occidentales? Comment expliquer le fait que l'ONU et ses instances n'arrivent toujours pas à imposer le respect du droit international? Et quid de sa réforme et de l'inclusion des pays africains et latino-américains comme membres permanents au sein du Conseil de sécurité? Tous les développements sur toutes ces questions fondamentales dans quelques instants avec mon invité, le docteur Abdelkader Soufi, enseignant-chercheur en géopolitique et politique de défense à l'Université de Blida II en Algérie. Abdelkader Soufi, bonjour et merci de nous avoir accordé cet entretien.
Bonjour. Avant de vous poser la première question, j'aimerais bien rappeler trois événements importants. Le 1er décembre 2008, le président George Walker Bush a déclaré dans un entretien à la chaîne de télévision ABC News, je cite, le plus grand regret de toute cette période de cette présidence consistera dans la défaillance du renseignement américain en Irak. Fin de citation. En 2013, dans un entretien à l'Obs, le secrétaire d'État Colin Powell a aussi fait un aveu similaire. Depuis que j'ai découvert qu'un grand nombre d'informations que l'on m'avait fournies étaient inexactes, je ne cesse de me demander qu'aurais-je dû faire pour éviter cela, a-t-il déclaré avant d'ajouter ce n'était pas un mensonge délibéré de ma part, je croyais à ce que je disais. Et enfin, en 2015, le rapport des services de renseignement américains utilisé par l'administration Bush pour justifier l'invasion de l'Irak en 2003 a été déclassifié et rendu public. Et comme attendu, rien n'y indique que l'Irak possédait des armes de destruction massive ou entretenait des liens avec Al-Qaïda. Alors, la question, comment analysez-vous cet événement majeur de la fin du siècle dernier et quels sont ses objectifs et quelles sont ses retombées sur la situation mondiale actuelle? D'abord, peut-être que cela rentre dans l'ordre mondial tel qu'il est établi. Peut-être ce serait, nous développerons un peu plus tout à l'heure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au moment de l'invasion de l'Irak, qui était déjà programmée depuis 98, il faut le dire, que le 11 septembre n'a été que, La on va Libye. dire, la Libye pour envahir ou pour mettre en place une stratégie. Un président qui a été réélu juste après je ne sais pas combien de temps pour que son adversaire ait reconnu son élection, donc pour son deuxième mandat. Le, le Bush junior, quelque part, il ne faut pas oublier que le Bush senior n'a jamais avalé le fait que son mandat soit terminé et que Saddam Hussein, en 90, soit resté au pouvoir. Donc, il y a quelque part un intérêt personnel, une affaire de famille. Ensuite, pour mieux comprendre les choses, les Bush, ce sont des gens qui viennent du sud, donc la Sandbelt. La Sandbelt, c'est connu, c'est la région du pétrole. Et donc, c'est les compagnies de pétrole qui sont là à la quête de la mainmise sur le pétrole de l'Irak. Ensuite, ce mariage entre les démocrates et les néoconservateurs qui ont une vision tout à fait autre, ça veut dire réaliser une démocratie par la force, mais surtout réaliser des intérêts. Je ne crois pas, comme le disait un des agents de la CIA, s'il y avait du compte qu'on soit parti en Irak faire la guerre. Est-ce qu'il y a eu une erreur, comme a été dit par le président et par donc le ministre de la Défense? Je ne crois pas que l'erreur en elle-même soit un motif ou un leitmotiv ou quelque part une forme de repenti. Parce que si on voulait réellement, après avoir eu un soupçon qu'un État puisse posséder l'arme nucléaire en dehors du club nucléaire reconnu, on aurait fait la guerre à l'entité sioniste, à l'État d'Israël, comme il se prétend. On l'aurait fait à la Corée du Nord et à tout pays soupçonné d'avoir l'arme nucléaire. Alors, je ne crois pas que ce soit un justificatif et que cela est du ressort de l'ONU Je et non rappelle pas. que le document justement de la CIA et des renseignements qui a été déclassifié indique clairement que les renseignements américains avaient dit à la Maison-Blanche qu'il n'y a aucune arme de destruction massive en Irak et que les liens présumés entre Saddam Hussein et Al-Qaïda étaient des racontars. Il n'y a rien de sérieux. Et après, la Maison-Blanche a changé, disons, elle a mis à l'écart ce rapport et puis elle a créé une autre agence Fontoche qui a produit un autre rapport sur lequel ils ont basé l'intervention militaire. C'est ce que je disais. Au fait, l'invasion de l'Afghanistan et de l'Irak, son alibi était le 11 septembre. Et cette alliance avec Al-Qaïda, mais aussi soupçonnait
l'Irak de posséder la bombe nucléaire. Mais au fait, le soupçon n'est pas un motif qui pousse un État à attaquer un État à la tête d'un conglomérat d'États. Parce qu'en 1945 et après la rencontre de Yalta, le sommet de Yalta, qu'on ait décidé d'avoir un monde paisible et qu'on rangeait les armes au profit de l'Organisation des Nations Unies, puisse-t-elle recouvrer la paix et la sécurité à travers le monde, et que l'ensemble des États y adhérents doivent se soumettre à cette organisation et que l'ensemble des États soient égaux. Le 20e anniversaire de la guerre américano-britannique contre l'Irak aurait dû normalement être l'occasion de traduire devant la justice internationale pour crimes de guerre les personnalités politiques et militaires américaines et britanniques comme George Walker Bush, Tony Blair et l'actuel président Joe Biden pour son rôle crucial de sénateur senior à l'époque pour autoriser la guerre. Mais également, on pourrait aussi rajouter les médias comme le New York Times et le Washington Post qui ont diffusé en masse les mensonges en faveur de la guerre. Alors, pourquoi rien n'est fait dans ce sens? Qu'est-ce qui garantit l'impunité aux Occidentaux quant à tous les crimes commis ces dernières décennies? Et est-ce que c'est normal que la CPI lance un laconique mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine tout en ne soufflant aucun mot sur les crimes de ses homologues occidentaux? Vous faites bien de poser cette question parce qu'au-delà des personnes que vous avez citées, c'est cet ordre mondial qui a été mis en place et cette cour de justice pénale qui est, à mon avis, un outil entre les mains de l'Occident pour maintenir cet ordre mondial et pour punir tout État ou toute entité ou toute personne qui va à l'encontre de leurs intérêts. Il faut oublier que l'Afrique en avait souffert durant les guerres de libération, combien de génocides. Nous avons compté en Afrique le Biafra, le Rwanda, l'Afrique centrale. Après, il y avait la Libye, la Syrie, l'Irak, et qui avait, en plus, on a touché à la structure sociale et la structure qui composait, j'allais dire, l'essence même de ces nations et qu'on a créé des États en faillite, mais surtout, c'est des millions et des millions de morts. Les guerres ont toujours été déclenchées par l'Ouest, les grandes guerres, et qu'en aucun cas, nous n'avons assisté à des cours de justice contre des personnalités comme les présidents américains, comme le Premier ministre britannique, mais aussi comme le président français en Libye, qui a déclenché pour des intérêts égoïstes et personnels le président Sarkozy, qui a été d'une main de fer pour un crime odieux contre les Libyens et contre le président Mohamed Kadhafi. Cela explique que cette Cour de justice n'a été créée que pour damer le pion d'abord aux présidents africains, aux pays du tiers-monde. Ensuite, aujourd'hui, on le fait contre le président russe, qu'il a osé, quelque part, s'opposer à cet ordre mondial illégal et qu'il veut maintenir la vie internationale pour son pays. Il est tout à fait compréhensible que autant les Américains, la vie internationale, autant nous autres Africains aussi, et autant des États comme la Russie et la Chine ont ce droit. D'ailleurs, pour vous dire que je présume que la Cour de justice, tout comme la Banque mondiale et j'en passe, sont des outils entre les mains des forces hégémoniques qui ont créé cet ordre mondial pour le garder ainsi. Et qu'en définitive, vous savez que durant la guerre froide, c'était une guerre d'idéologie, donc entre le libéralisme et le communisme. La Russie d'aujourd'hui, qui est plus libérale qu'elle ne, des fois mieux que beaucoup de pays libéraux, ne peut pas céder à cet ordre libéral. Cela explique en définitive qu'il ne s'agit pas d'une guerre idéologique telle que ça a été
émis dans les doctrines occidentales, américaines notamment, mais c'est surtout une guerre d'intérêts qui ne dit pas son nom et qui veut maintenir le monde à la merci de multinationales. Il faudrait que le monde pense à créer le parallèle de cette Cour de justice, ou peut-être avoir au sein de cette Cour de justice des gens neutres, ou encore, s'ils n'ont pas été manipulés, ou s'ils ne roulent pas pour d'autres causes ou d'autres intérêts, que cela eux-mêmes deviennent passibles de justice, de cette même justice qu'ils sont en train de gérer. Non, mais est-ce que cette impunité, elle a une base juridique ou c'est juste la loi du plus fort? Mais je vous l'ai dit, au fait, Mhm. est-ce qu'on doit reconnaître cette Cour de justice? On la reconnaît du moment qu'elle est partielle, elle n'est pas totale, elle ne touche pas l'ensemble du globe, mais elle touche uniquement une partie des pays. Et que certains pays ou certains chefs d'État ou certaines personnalités dans certains pays sont intouchables. Et on ne peut pas parler de cour de justice pénale mondiale et équitable si elle ne met pas tout le monde au même pied d'égalité. La question suivante, donc à partir de ce que vous venez de développer, en quoi l'opération militaire spéciale russe en Ukraine est-elle plus condamnable que les guerres menées par les États-Unis et leurs alliés dans plusieurs pays arabes, européens et asiatiques? Et quid des violations des droits de l'homme quasi quotidiennes en Palestine par l'armée israélienne? Au fait, c'est ce que je pense réellement, c'est que pour avoir touché au droit international et essayer de trouver des alternatives en dehors de la Charte des Nations Unies pour certains pays occidentaux qui ont créé des guerres au nom de la démocratie et qui ont développé le droit international avec la responsabilité internationale, le droit d'intervenir, l'intervention démocratique, la guerre préventive, tout cela. Le droit d'ingérence humanitaire. Exactement, tout cela a été créé, moi, tel que je le vois, pour contrer et contrecarrer le droit classique international et la Charte des Nations Unies, et qui a permis d'intervenir en dehors de l'enceinte de l'ONU. Rappelez-vous que la guerre du Golfe n'a pas été votée La au Conseil seconde de guerre du Golfe sécurité de et elle n'a pas 2003. été votée, et elle n'a pas été votée à l'Assemblée générale. Mais Mhm. une coalition a été formée en dehors de cette enceinte. Ça veut dire que tout le monde considère que c'est une action illégale et que cette guerre a été vendue à travers les médias du monde, ce qu'on a appelé la guerre chez on a essayé de contrecarrer cette institution qui a été créée justement pour maintenir l'ordre, mais surtout pour, euh, euh, j'allais dire, permettre aux États d'être paisibles dans cette vie internationale. Rappelez-vous que euh, avant la Deuxième Guerre mondiale, euh, tout le monde pouvait se permettre de prendre les armes contre tout le monde. Et si nous voulions créer un ordre mondial, c'était dans ce sens-là, dans le sens à ce que tout le monde, vraiment, et que l'être humain doit être mis en évidence. Seulement, l'ensemble des outils qui ont été créés en parallèle, c'était pour maintenir une certaine hégémonie et garder, n'en déplaise à tous, le reste du monde en dessous du seuil de la pauvreté. Et que, en définitive, ce sont des personnes, ce sont
des multinationales qui agissent au titre et au nom d'États tels que les États-Unis d'Amérique. On ne peut pas dire que les États-Unis d'Amérique ont de tout temps été mauvais, mais surtout c'est parce que des personnes ont accédé ou de groupes de lobby cette vision qui était celle de tous après la Deuxième Guerre mondiale, que de créer un ordre où tout le monde pourrait vivre sereinement. Sauf que ces mêmes lobbies qui ont agi avec le glaive et avec le sang, aujourd'hui ne peuvent pas être punis, comme nous l'avons dit au départ, parce qu'ils détiennent les rênes du pouvoir de l'ordre tel qu'il est là. Et c'est un ordre, malheureusement, qui est non seulement anarchique, mais qui est dictatorial, parce que ce sont les grandes puissances qui dictent aux petits comment ils doivent agir et que la souveraineté nationale est tout le temps remise en cause, que ce soit d'une manière ou d'une autre. Nous avons vu que ceux qui ne marchent pas, qui ne sont pas amis, ils sont ennemis dans la doctrine américaine, par exemple. Aucun observateur des relations internationales ne niera que les Nations unies ont mal fonctionné durant la longue durée de leur histoire, celle de la guerre froide jusqu'en 1989 et encore médiocrement après. Il n'y a eu qu'une petite, disons, période positive dans les années 90, mais après, l'organisation a rechuté à partir du 11 septembre 2001 dans son rôle de figurant sur la scène internationale. On aimerait bien savoir et expliquer à nos auditeurs où réside exactement la faiblesse de l'ONU et de ses instances comme le Conseil de sécurité. Au fait, il y a beaucoup de faiblesses de l'organisation de l'ONU parce que même durant la guerre froide, le fait que nous ayons pu avoir plus de stabilité et de visibilité, c'est parce que c'est l'Union soviétique et les États-Unis d'Amérique qui ont créé cet équilibre et non pas l'Organisation des Nations Unies. Ça veut dire que la force de ces deux grandes puissances était plus importante et plus forte que l'ONU elle-même. Et que nous avons vu que même durant cette guerre froide, l'ONU était incapable de résoudre beaucoup de conflits, beaucoup de problèmes et de crises à travers le monde. Ensuite, vous avez cité donc le renouveau 90-2000 de l'ONU, c'est devenu aussi une organisation unipolaire et qui a permis l'intervention justement dans des pays où, durant la guerre froide, ça aurait été impossible. Aussi, beaucoup de choses ont été faites au vu et au su de tous et l'ONU a été incapable, par exemple, de donner droit de liberté au peuple sahraoui, le Sahara occidental, aux Palestiniens et d'autres régions à travers le monde, pour ne citer que celle-là. L'ONU a été incapable d'intervenir au Vietnam pour empêcher les agressions, que ce soit celle de la France ensuite des États-Unis d'Amérique. Et il y en a d'autres cas, même entre pays voisins et j'en passe. Donc aussi, l'ONU en tant qu'organisation des Nations Unies qui est censée créer un développement durable à travers le monde n'a pas pu empêcher des crises alimentaires et des crises telles que celle de l'Éthiopie, du Libéria, de l'Afrique centrale, combien même il y avait des missions onusiennes pour le maintien de la paix. Mais ces mêmes missions, dans certains cas, elles ont, d'autres cas, elles n'ont pas pu le faire. Et enfin, et qui est important, c'est aussi les équilibres au sein du Conseil de sécurité, parce que je trouve que nous trouvons que des continents tels que l'Afrique, qui est quand même 1,4 milliard d'habitants et qui n'a pas de veto au Conseil de sécurité, il y a aussi cet ordre mondial économique qui a engendré justement ce déséquilibre, qui a engendré la guerre froide, qui a engendré toutes les guerres qui sont là. Et cet ordre économique, l'Algérie en 1974
à travers aussi les pays du tiers-monde, le groupe des 77, ont dit, basta, il faudrait revoir cet ordre mondial qui n'est pas équilibré et qui est injuste. Aussi, tout cela ont emmené souvent des crises multidimensionnelles, qu'elles soient d'ordre sécuritaire, économique, environnemental. Aujourd'hui, l'ONU est incapable aussi de dire si on doit maintenir le cap sur l'utilisation, par exemple, de produits gaz à effet de serre ou pas. Est-ce Mhm. que le problème est humain ou autre? Toutes les COP du monde n'ont pas réussi à mettre d'accord tout le monde. Pourtant, c'est un problème majeur qui a engendré beaucoup de Mais problèmes sécuritaires tels on- que les migrations, je finis, tels que les migrations, les guerres internes, les guerres ethniques, sociétales, et qui ont aussi permis aux multinationales euh, de faire ce qu'elles veulent à travers le monde en toute impunité. les Nations Unies ont été créées au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Et durant, à ce moment-là, beaucoup de pays étaient encore colonisés. Donc, il y a un droit international qui a été mis en place, il y a une charte qui a été mise en place, il y a un mode de fonctionnement de cette institution qui a été mis en place, alors que beaucoup de pays étaient encore absents. Et ce droit-là, les pays occidentaux, donc, qui étaient les puissances coloniales, justement, ne veulent pas qu'il change. Est-ce que vous ne pensez pas que justement l'une des pierres d'achoppement, l'un des gros problèmes qui empêche cette institution de faire son travail, de faire avancer les choses, c'est justement déjà la question du droit sur lequel elle est basée et puis le mode de fonctionnement qui a été fait alors que, euh, comme l'Afrique par exemple, ou d'autres étaient absents. Oui, mais, vous le dites si bien. En fait, la naissance de l'ONU, qui a été créée par les grandes puissances aussi, il ne faut pas le dire, est quelque chose de magnifique et de bénéfique pour l'être humain, notamment celui du tiers-monde. Et que les Américains ont contribué grandement à ce qu'il y ait cet ordre mondial et que tout le monde remercie. Ça veut dire que quand il y a une action qui est positive, on ne peut pas aller à l'encontre de cette action-là. Effectivement, il y a eu le droit international qui donne le droit au peuple à l'autodétermination et beaucoup de pays, après, ont pris leur indépendance. Mais la malice de certaines puissances occidentales qui étaient des empires qui colonisaient le monde, l'Union soviétique n'était pas un État colonisateur, les États-Unis d'Amérique non plus, la Chine encore moins. Mais c'était surtout peut-être les grandes puissances classiques telles que la France, la Grande-Bretagne, qui ont maintenu cet esprit de colonialisme qui est appelé le néocolonialisme, qui est passé d'un colonialisme présentiel à un colonialisme économique. Tenir les États par des conventions, par la dépendance économique et qui engendre souvent des conflits, coups d'État, des guerres, parce que justement tel ou tel chef d'État a décidé de se rebeller contre cet ordre qui a été créé. Cet ordre a été créé comme ça et que l'ordre économique s'est développé dans un sens où il y a eu des sous-traitances économiques, il y a eu des coalitions aussi qui ont fait que le partage des biens allait au-delà de ce qui a été prévu par la Charte des Nations Unies, parce qu'il a été prévu par le droit international, à savoir acquérir, même d'une façon malsaine, des biens, voire quitte à éliminer des chefs d'État,
éliminer des populations, changer la structure même sociale, pourvu qu'on ait une mainmise sur les richesses. Comme disait l'adage Athéla, là où il passe, l'herbe ne pousse pas. Et après lui, c'est le déluge. Voilà, donc c'est à peu près la politique épousée par certains États occidentaux et qui ennuie énormément à cette organisation des Nations Unies et à l'ordre mondial. Mais c'est-à-dire qu'il y a encore un problème qui est posé actuellement, c'est ce qu'on appelle dans les coulisses des Nations Unies les porte-plumes. Par exemple, prenez les pays de l'Afrique francophone. C'est la France qui parle en leur nom au Conseil de sécurité. Ils n'ont pas les moyens, par exemple, prenez l'exemple du Mali. Et ça fait un moment qu'ils demandent justement à ce qu'il y ait une séance consacrée aux preuves qu'il a produites sur l'implication de la France dans l'alimentation de terrorisme et d'actes terroristes au Mali, il ne peut pas parce que tout simplement, l'ordre et le droit qui gère justement le Conseil de sécurité est le même que celui qui était existant pendant la période coloniale. Donc, comment peut-on réformer la chose alors que ces pays d'abord ne veulent pas lâcher et je présume qu'ils ne lâcheront jamais parce que ça leur permet quand même de continuer à avoir le là sur le fonctionnement de cette institution. Vous savez, Charles de Gaulle a pu vaincre ses ennemis en France grâce à la cellule France-Afrique et les réseaux FOCAR. Et ce sont ces mêmes réseaux FOCAR qui ont pu avoir la même mise sur les voix de plus de 14 pays africains, notamment les pays francophones, comme vous le dites, et qui ont permis à la France, quelque part, d'avoir ce droit de veto et de siéger au sein du Conseil de sécurité. En outre, là où le problème réside, comme vous l'avez dit, le Mali est un pays africain, il n'est pas un pays européen, et que si la France a un droit de veto, il est censé être européen, mais plus peut-être il devrait être entre les mains de l'UE, de l'Union européenne, et non pas entre les mains de la France si on va dans la logique qui a fait que la création de l'Union européenne était une entité qui se substitue aux États-nations. Seulement, c'est ce jeu-là auquel l'Afrique fait face, auquel nous faisons face. Et c'est parce que l'Afrique a été lésée et qu'elle n'a pas de voix. Et que la France, par exemple, puisse parler au nom de l'Afrique et au nom des Africains, alors que la France est rejetée totalement par les Africains, notamment avec l'éveil et le panafricanisme qui règne. L'Algérie a plaidé au sein de l'ONU pour qu'il y ait 5 droits de veto pour l'Afrique, 2 permanents et 5 sièges au sein du Conseil de sécurité, dont 2 permanents. Et c'est tout à fait normal quand on voit la configuration du monde tel que c'est, et que pour avoir des équilibres et pour que les Africains puissent avoir l'alternative de choisir entre leurs partenaires. Aujourd'hui, la Chine arrive et elle propose une alternative économique et commerciale gagnant pour les Africains, ce qui n'a pas été le cas auparavant avec les forces coloniales traditionnelles. Les Turcs arrivent avec de nouvelles propositions, les Japonais aussi. Les Russes arrivent avec de nouvelles propositions qui donnent en définitive aux Africains le choix de choisir des partenaires parmi un nombre de partenaires, alors que jusque-là, c'était juste les forces coloniales traditionnelles qui proposaient un choix unique et que là, il est impératif de permettre aux Africains de régler leurs problèmes d'eux-mêmes, ils sont majeurs. Et si les Africains avaient une place permanente ou 2 places permanentes au sein de l'ONU, je crois que beaucoup de conflits en Afrique n'auraient pas eu lieu et qu'au même temps,
des crises auraient été réglées localement et que justement le chapitre 8 de la charte permet aux organisations régionales de se prendre en charge et de régler les problèmes localement. Nous n'avons pas vu l'Union africaine s'immiscer dans les affaires de l'Union européenne, par exemple, et aller régler et se substituer aux États et à l'Organisation des Nations Unies. Et aujourd'hui, il est légitime que, comme je vous l'ai dit pour l'Afrique, ce serait le cas pour l'Amérique latine aussi, Mhm. pour l'Asie aussi. Il est temps de revoir ce qui a été créé par rapport à une situation donnée, dans une conjoncture donnée, mais les choses ont évolué, la donne n'est plus la même, et que ces mêmes États qui étaient de petits États euh, sont devenus des États émergents et qui ont la force et la puissance des grandes nations et que le monde n'appartient pas qu'aux États civilisés tels que c'est noté, c'est-à-dire seuls l'Europe et l'Amérique du Nord ont le droit de vivre et que le reste restera à vie euh, dans la dépendance. Les cinq pays membres permanents du Conseil de sécurité sont la Chine, la France, la Russie, le Royaume-Uni et les États-Unis. C'est-à-dire, ce sont les pays vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale et tous détenteurs de l'arme nucléaire. Mais, comme Ouais. vous le disiez à juste titre, compte tenu de la situation actuelle, est-il normal que des pays comme l'Allemagne, le Japon, l'Inde, le Brésil, des poids lourds, c'est-à-dire de la vie internationale, y soient exclus? C'est ce que je disais tout à l'heure. Il est inconcevable de voir de grandes nations et de grandes civilisations aussi. Hein. Le peuple germain a créé la civilisation européenne. Il a créé, ce sont les tribus germaines qui ont créé l'État français. Ces mêmes tribus germaines et tribus nordiques qui ont créé la Grande-Bretagne, quand on revient à l'histoire, ce sont ces mêmes tribus qui ont émigré vers la Terre Neuve et qui ont créé les États-Unis d'Amérique. La grande, un pays grand comme le Brésil a autour de 300 millions d'habitants et qui a une force économique. Le Japon aussi, l'empire nippon, qui n'est pas qui est un modèle à ne pas présenter, n'ont pas ce droit-là. En Afrique aussi. Au fait, il est inconcevable qu'il n'ait pas de siège permanent au sein euh, du Conseil de sécurité. Moi, je vois qu'un Conseil de sécurité doit s'élargir à une vingtaine de pays. Donc, les pays les plus en mesure d'avoir euh, une, une mainmise et plutôt de la neutralité est capable de drainer des États, capables de régler des problèmes, a cette possibilité de le faire avec une diplomatie forte et exceptionnelle. La question suivante, donc, elle concerne les Africains. Bon, comme vous l'avez dit, les Africains veulent également un siège ou voire deux de membres permanents avec un droit de veto. Vu leur poids donc à l'Assemblée générale, il y a 54 pays et qui pèsent dans le vote. La réforme, par exemple, sur l'élargissement du Conseil de sécurité ne peut être réalisée que par une majorité des deux tiers de l'Assemblée générale. Or, les Africains, déjà, à eux seuls, constituent plus du quart. Alors, qu'en pensez-vous justement de cette idée-là de siège permanent à des pays africains ou à l'Union africaine dans le Conseil de sécurité? Et comment analysez-vous les propositions russes et américaines à ce sujet? Donc, il y a les États-Unis qui parlent d'un élargissement, mais sans droit de veto, alors que la Russie, comme l'a dit le président Poutine lors du dernier sommet de Valdai, il soutient que les pays africains, asiatiques et latino-américains au sein du Conseil de sécurité, mais tout en préservant le droit de veto à Oui, ces pays.
On peut Vous rappeler, savez, justement, on peut rappeler à cet égard que trois pays africains, bien que aidés par la France, n'ont pas voté la guerre contre l'Irak alors qu'ils étaient membres du Conseil de sécurité. C'était le Cameroun, la Guinée et l'Angola. On votait contre le déclenchement de la guerre en 2003. oui, vous savez, d'abord, avoir des sièges permanents au sein de l'ONU, c'est bien, mais sans droit de veto, ça n'a aucun sens. Parce que le plus important pour les continents quand on a cité, dont on parle, notamment l'Afrique, si l'Afrique n'arrive pas à avoir un droit de veto, ça veut dire qu'elle n'a pas d'indépendance, qu'elle reste colonisée et qu'elle reste à la merci de grandes puissances qui vont dicter aux Africains ce qu'ils doivent faire et qui vont quelque part avoir la destinée de l'Afrique entre leurs mains. Alors que les Africains, c'est des humains et c'est 1,4 milliard d'humains qui a droit à la vie au même titre que les 250 millions, 300 millions d'Américains ou les 1,5 milliard de Chinois ou encore les 65 millions de Français. Il est inconcevable que 65 millions d'habitants puissent avoir un droit de veto et 1,4 milliard n'en ont pas. Mhm. Il n'y a pas de logique dans cela. Et que, effectivement, il faudrait élargir ce Conseil de sécurité à plus de 5, quitte à le quadrupler avec des nations fiables, des nations qui puissent porter la responsabilité de leur continent sur leur dos et qui ne se dérobent pas lors des grands moments. Bien au contraire, ce serait plus un conseil de sages mondial qu'un groupe ou qu'un conglomérat d'intérêts qui est là et qui, quelque part, paralyse l'action de l'ONU. Nous avons vu que, d'un côté, trois pays occidentaux, la Grande-Bretagne, la France et les États-Unis d'Amérique, agissent d'une même manière à ce que on essaye de neutraliser les deux autres droits de veto qui sont celui de la Russie et de la Chine, qu'elle avait récupéré en 70 et qui était entre les mains de Taïwan, pour vous rappeler. Mhm. Et aussi, donc, avoir des États comme le Japon qui puissent se débarrasser de ce fardeau d'être sous la coupe des États-Unis d'Amérique. Encore des États comme l'Inde, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, comme l'Algérie, et qui sont des États qui pèsent sur la scène internationale, qui pèsent politiquement, vous savez. Et il n'est pas donné de peser politiquement. On peut avoir peut-être un État qui n'a pas les grands moyens d'une grande puissance, mais qui arrive à peser d'une façon, avec sagesse et d'une façon extraordinaire, qui arrive à mettre tout le monde d'accord. C'est la force de conviction et la force de convaincre. Et je crois que beaucoup de pays sages puissent amener peut-être plus de sérénité au sein du Conseil de sécurité et peut-être plus arrive à mettre d'accord l'ensemble des États du Conseil de sécurité que nous n'avons jusque-là pas vu du tout de consensus entre les 5 qui représentent le Conseil de sécurité. Mais dans ce cas-là, précis, Monsieur Soufi, est-ce que vous pensez qu'il est préférable de donner un droit de veto et un siège à l'Union africaine ou à un groupe de pays africains ou à plusieurs pays africains? Vous savez, si on doit donner un droit de veto à l'Union africaine, il faudrait que ce soit de même pour l'ensemble des unions qui sont à travers le monde. Un droit de veto pour l'ASEAN, un droit de veto pour l'Union européenne, un droit de veto pour l'Union des États de l'Amérique latine,
un droit de veto pour l'OTAN et en contrepartie, on enlève tous les droits de veto aux membres de l'ONU, qui sont les États-Unis d'Amérique, la Grande-Bretagne, la France, la Chine et la Russie. C'est inconcevable. L'Union africaine est une organisation de l'ONU et elle n'est pas une entité étatique. Et c'est pourquoi il faut que ce droit de veto doit être attribué à des États. Et les États les mieux, à mon avis, lotis pour jouer ce rôle-là, ce sont l'Algérie et l'Afrique du Sud. Le Nigeria aussi, peut-être. Le Nigeria, bon, maintenant, si on peut avoir 5 sièges permanents, ce serait le Nigeria, l'Éthiopie et l'Égypte aussi. Une dernière question. Est-ce que maintenant vous pensez que cette réforme de l'ONU, qui est dans l'état où elle est aujourd'hui, et avec les idées qui sont avancées, est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est quelque chose qui peut se réaliser dans quelques années? Tout peut se faire à tout moment. Vous savez, ce monde tel qu'il est, ce n'est pas la Bible, comme disent les chrétiens, ce n'est pas le Coran, comme le disent les musulmans. C'est juste un ordre qui a été créé par les humains. Et il suffit d'un consensus et qu'on puisse changer du jour au lendemain. Et surtout d'un rapport de force favorable au changement. Un rapport de force, justement, je viens, si ce rapport de force et cet équilibre fait l'affaire de tous et que tout le monde trouve son compte, je crois que c'est faisable. Le plus important aujourd'hui, voter des droits de siéger d'une façon permanente avec un droit de veto au Conseil de sécurité ne doit pas être tributaire des membres du Conseil de sécurité, mais doit passer par l'Assemblée générale et seule l'Assemblée générale doit dire si oui ou non on change la configuration du Conseil de sécurité et par conséquent aussi réformer l'ONU, réformer l'ensemble des structures de l'ONU. Je vous remercie, docteur Soufi. J'espère que nous avons réussi pour que personne n'oublie à lever le voile sur les dessous de la seconde guerre anglo-saxonne du Golfe contre l'Irak, l'injustice impunie à ce jour faite à ce pays et la nécessité d'une nouvelle base pour les relations internationales avec des institutions réformées et actuelles. J'espère, Monsieur Sophie, vous retrouver dans les quelques semaines à venir dans un autre entretien pour traiter d'un autre sujet. Merci encore une fois. À très bientôt. Si.